Tu es trop vieille. Maman, les mots sont sortis de la bouche de mon fils. Victor, non pas avec cruauté, mais avec cette sorte de pragmatisme froid qui blesse bien plus qu'une insulte. Il flottait dans le petit salon de mon appartement de Saint-Michel, ici à Bordeaux, se mêlant à l'odeur de la terre cuite et du thé à la bergamote qui refroidissait sur la table. À côté de lui, sa femme, Camille, hochait la tête, un sourire désolé sur ses lèvres, un sourire qui ne cherchait pas à consoler mais à clore la discussion. Il disait que je les ralentirais pendant leur grand voyage en Europe. Ralentir, ce mot résonnait étrangement. Moï, Sabine Lefebvre, 70 ans, potière à la retraite. Toute ma vie, je n'ai fait qu'accélérer. J'ai accéléré pour élever seul ce même garçon, après la mort prématurée de son père, Claude. J'ai accéléré pour faire tourner mon four, pour vendre mes céramiques sur les marchés aux puces, pour économiser chaque centime afin qu'il ne manque de rien. Mes mains, aujourd'hui marquées par l'arthrose et les souvenirs d'argile, n'ont jamais connu le repos. Et maintenant, on me demandait de m'arrêter, de rester sagement à la maison comme une vieille poterie qu'on laisse sur une étagère. Ce n'était pas une dispute. Il n'y a pas eu de cris, pas de larmes, juste un choc, silencieux et profond, qui s'est installé dans ma poitrine comme une bulle d'air dans l'argile. Une imperfection invisible qui fragilise toute la structure. J'ai senti le bois usé de la table sous mes doigts, le même bois sur lequel j'avais aidé Victor à faire ses devoirs, sur lequel j'avais compté mes maigres recettes tard dans la nuit. En cet instant, j'ai compris que je n'étais plus une partie de leur vie active. J'étais devenue un souvenir, une obligation, un point sur une carte qu'ils préféraient contourner. Ils me voyaient comme une charge, une vieille valise encombrante. J'ai regardé leur visage, si jeunes, si pressés, et j'ai vu un futur dans lequel je n'avais pas ma place. J'aurais pu supplier, j'aurais pu pleurer, leur rappeler les sacrifices, les nuits blanches, les repas que j'avais sautés pour payer ses études. Mais à quoi bon, on ne force pas l'amour. On ne mendie pas sa place dans la vie de ses propres enfants. Alors, j'ai simplement hoché la tête comme je l'avais toujours fait. Ah, je comprends. Et je dis, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Mais pendant qu'il me parlait de la logistique, des hôtels à réserver en ligne, des applications de traduction, une autre idée, une petite flamme têtue, commençait à naître dans les cendres de ma déception. Il pensait que j'allais les attendre, tricoter des pulls pour l'hiver en regardant la Garonne couler. Il se trompait, je n'allais pas me plaindre, je n'allais pas les retenir. J'allais faire quelque chose que personne, et surtout pas eux, n'aurait jamais pu imaginer. J'allais leur prouver, et plus important encore, me prouver à moi-même que mon voyage ne faisait que commencer. Mon voyage, jusqu'à ce jour. Il s'était limité aux quelques mètres qui séparaient mon appartement de mon atelier. Un petit espace au fond de la cour, où l'air sentait toujours la poussière et la promesse. C'est là que ma vie s'était déroulée, rythmée par le tour qui ronronnait sous mes mains et la chaleur féroce du four. Ce four, c'était mon cœur battant, un monstre que j'avais appris à dompter, à nourrir de mes créations pour qu'il me les rende. Transformé, durci par le feu. Je me souviens de mes mains, perpétuellement couvertes d'une fine pellicule de terre, de mes ongles qui n'ont jamais été vraiment propres. Chaque pièce qui sortait de mes mains portait une part de moi, une histoire silencieuse. Le samedi, je poussais ma vieille charrette jusqu'à la place Saint-Michel, installant mon petit stand au milieu du brouhaha du marché, entre le vendeur d'épices et la marchande de fleurs. C'était mon monde. Puis Claude est parti. Victor n'avait que 12 ans. Le monde s'est effondré. Mais je n'avais pas le droit de m'écrouler avec lui. Je me souviens du jour où j'ai retiré mon alliance. Elle était simple, en or, usée par les années. Je l'ai regardée une dernière
Ouah! Puis je suis allée chez le bijoutier. Le poids de cette bague dans ma paume, puis le vide à mon doigt. L'argent a servi à payer les frais de scolarité de Victor. Chaque sacrifice était une brique de plus dans le mur que je construisais autour de son avenir. J'ai appris à vivre avec peu, à sauter le déjeuner pendant des mois, me contentant d'un café noir et d'un morceau de pain pour tenir jusqu'au soir. Je travaillais tard, la petite lampe de l'atelier projetant mon ombre dansante sur les murs. Une silhouette solitaire penchée sur son ouvrage. Même à la retraite, je n'ai jamais vraiment arrêté. Le tour tourne moins vite. Mes productions sont plus modestes, mais mes mains ont besoin de sentir la terre. J'ai même créé un petit blog, Les mains de Sabine. J'y partage des techniques, des astuces pour une vie simple. C'est Camille qui m'avait dit, un jour, en riant, qu'il lirait le blog d'une vieille dame. Pourtant, des gens lisent, des jeunes, des étudiants en art, des gens qui cherchent une connexion avec quelque chose de vrai. Ils ne savent pas que la femme qui leur explique comment centrer l'argile est la même que son fils, juge incapable de voyager. Je n'ai jamais été une grande voyageuse. Mes rêves étaient plus modestes, mais il y en avait un ou petit que je gardais secret, voire Paris. Pas le Paris des touristes, mais celui des cartes postales anciennes. Marcher le long de la Seine, m'asseoir à la terrasse d'un café avec un croissant. Juste une journée pour moi. Je ne me le suis jamais permis. Il y avait toujours une facture à payer, un livre à acheter pour Victor, une urgence. Mon tour de manège n'arrivait jamais, jusqu'à aujourd'hui. Et pour qui étaient toutes ces urgences? Pour Victor, mon Victor. Il est difficile de superposer l'image de cet homme d'affaires pressé à celle du petit garçon qui, autrefois, passait des heures à mes côtés dans l'atelier. Il ne touchait à rien, se contentait de regarder, les yeux grands ouverts, et me disait que j'étais une magicienne, parce que je transformais la boue en trésor. C'est pour ce regard-là que j'ai tout donné. L'université était un rêve lointain pour une famille comme la nôtre. Mais je l'ai rendu possible. Bol après bol, plat après plat. Je me souviens encore de la fierté immense qui m'a submergée. Le jour où je lui ai acheté son premier vrai costume pour un entretien d'embauche. L'argent venait d'une commande spéciale d'un restaurateur. Un travail qui m'avait laissée épuisée mais heureuse. Le voir dans ce costume, si droit, si confiant, c'était comme voir mon œuvre la plus précieuse prendre vie. Quelques années plus tard, l'histoire s'est répétée pour l'apport de sa maison. Ces 5 000 € ne sont pas sortis de nulle part. Ils étaient le fruit de 6 mois de travail acharné, de commandes supplémentaires acceptées, de marchés faits sous la pluie battante. Je me souviens de la fatigue qui pesait sur mes épaules chaque soir. Mais je me disais que c'était pour eux, pour leur nid. Le jour où je leur ai donné l'enveloppe, le merci maman de Victor était sincère. Mais bref, une câline rapide, presque distrait, avant que son attention ne se porte déjà sur les plans de la cuisine. À l'époque, cette brève reconnaissance m'avait semblé suffisante. Je ne savais pas encore que je m'habituais aux miettes. Camille, ma belle-fille, est une experte en politesse. Elle est douce, jamais un mot plus haut que l'autre. Mais sa gentillesse est comme une porcelaine fine et froide. Belle à regarder, mais sans chaleur. Pour elle, je suis une relique d'un autre temps. Je me souviens d'un dimanche où elle m'a vu sortir une de mes vieilles cocottes en terre cuite pour préparer un bœuf bourguignon. « Oh, maman Sabine », a-t-elle dit avec un petit rire. Personne n'utilise plus ça. Il y a des autocuiseurs tellement plus rapides maintenant. Elle ne voyait pas le temps, l'amour et la tradition que contenait cet objet. Elle ne voyait que l'inefficacité. C'est ainsi qu'elle me voit, une version analogique dans un monde numérique. Elle admire mes poteries comme on admire une antiquité dans un musée. Avec un respect distant,
sans jamais imaginer s'en servir. La distance entre nous n'a jamais été hostile. Elle est simplement factuelle. Je suis la mère de son mari. Un élément du décor familial utile pour garder le petit de temps en temps. Le seul qui traverse cette distance, c'est Louis. Mon petit-fils a 12 ans. Il a encore cette curiosité que les adultes perdent si vite. Il est le seul à venir dans mon atelier non pas par devoir, mais par envie. Il s'assoit sur le vieux tabouret en bois et me pose des questions. « Mamie, comment tu sais quand la terre est prête? Pourquoi cette couleur et pas une autre ?» Il voit la magie. Pas seulement la technique, il est le seul à comprendre que mes mains ne sont pas juste vieilles, elles sont pleines d'histoire. C'est pour lui, pour ses yeux brillants, que j'ai acheté cet iPad. Victor et Camille hésitaient, parlaient de budget, de la futilité des gadgets. J'ai vu la déception sur le visage de Louis et je n'ai pas pu le supporter. J'ai puisé dans mes économies, celles que je gardais au cas où, et je lui ai offert. La joie pure sur son visage ce jour-là a effacé toute idée de sacrifice. De la même manière, quand Victor a eu besoin de ses 4 000 € pour sa formation, il est venu me voir seul. Ne le dis pas à Camille. Elle s'inquiéterait pour nos finances, m'avait-il murmuré. J'ai accepté, bien sûr. C'était pour sa carrière, pour l'avenir de la famille, pour Louis. J'ai signé le chèque en silence, devenant une fois de plus la complice secrète de leur bien-être. J'étais le pilier, solide et invisible. Je n'avais simplement pas compris qu'un pilier, aussi solide soit-il, on peut décider un jour qu'il est démodé et qu'il faut le démolir pour agrandir la pièce. C'est arrivé un après-midi de juin. Le soleil filtrait à travers les rideaux en lin, dessinant des motifs dorés sur le parquet. Victor et Camille sont arrivés à l'improviste, ce qui était rare. Ils avaient un l'air excités, leur visage rayonnant d'une énergie que je ne leur connaissais pas. Ils se sont assis sur mon vieux canapé, Camille tenant une brochure de voyage colorée. « Maman, nous avons une grande nouvelle. » a annoncé à Victor, sa voix pleine d'enthousiasme. Nous partons faire le grand tour de l'Europe cet été. Un mois entier. Il a commencé à énumérer les villes comme des trophées. Rome, Vienne, Paris, Lisbonne, Barcelone. À chaque nom, mon cœur s'emballait un peu plus. Paris, mon rêve secret. Rome, avec ses ruines antiques que j'avais tant vues dans les livres. Lisbonne et ses azulejos. Pendant une seconde, je me suis vue avec eux, marchant sur les pavés d'une vieille capitale, partageant un gelato avec Louis, sentant enfin l'air d'un autre pays. Je me suis imaginée préparant une petite valise, choisissant mes chaussures les plus confortables. L'idée était si vive, si réelle, que j'ai souri. C'est mon sourire qui a dû les alerter. Le visage de Victor a changé. Son enthousiasme s'est mué en une sorte de gêne prudente. Camille a posé sa main sur son bras. « En fait, maman, a-t-elle commencé, sa voix douce et précautionneuse. On pense que tu devrais plutôt te reposer ici, à Bordeaux. Ce sera un voyage très intense. Tu sais, beaucoup de marches, des changements constants. » Victor a repris, comme s'ils avaient répété ce discours. Et puis, il y a toute la technologie. Les billets électroniques, les cartes sur le téléphone, les réservations en ligne. Ce serait trop compliqué et stressant pour toi. On ne veut pas que tu te fatigues. Stressante, compliquée, fatigante. Les mots tombaient comme des pierres dans l'eau calme de mon salon. Il ne parlait pas de mon plaisir, de mes envies. Il parlait de moi comme d'un problème logistique. Une machine fragile sujette aux pannes. Le silence qui a suivi a duré une éternité. Le tic-tac de la vieille horloge de mon grand-père semblait soudain assourdissant. J'ai regardé mes mains posées sur mes genoux. Ces mains qui avaient pétri des tonnes d'argile, porté des sacs de plâtre, construit une vie à partir de rien.
Et on me disait qu'un smartphone était trop compliqué pour moi. Ce n'était pas seulement le voyage, c'était la porte qu'il fermait, la porte d'un monde qu'il considérait désormais comme le leur. Un monde rapide, efficace, technologique, où je n'avais plus ma place. J'étais officiellement devenue la vieille, celle qu'on laisse derrière, non par méchanceté, mais par commodité, celle dont on parle avec une affection condescendante. En cet instant, j'ai compris que j'étais devenue une étrangère dans ma propre famille. Je n'étais plus la mère, le pilier, mais la grand-mère, la charge. La place que je croyais mienne à leur table était, en réalité, une place d'invité. Et cette fois, l'invitation n'avait pas été envoyée. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai senti une étrange froideur m'envahir, une lucidité tranchante. J'ai levé les yeux vers eux, vers leurs visages inquiets, qui attendaient ma réaction, ma tristesse peut-être, et avec le plus grand calme. J'ai simplement dit « Je comprends » après leur départ. Le silence dans l'appartement n'était plus le même. Il n'était pas vide, mais vibrant d'une possibilité nouvelle. Mon « je comprends » n'avait pas été une capitulation, mais une déclaration. Une fois la porte refermée, je ne me suis pas assise pour pleurer dans mon fauteuil. Je suis allée directement à mon vieux bureau en chêne, celui de Claude, et j'ai sorti les cartes routières qui dormaient dans un tiroir depuis des années. J'ai d'abord déplié celle de la France, mes doigts suivant les lignes rouges des autoroutes et les traits noirs des chemins de fer. Puis, j'ai sorti la grande carte de l'Europe. Mes mains, si habituées à la douceur de l'argile, tressaillent maintenant un itinéraire audacieux. Bordeaux-Lyon, Lyon-Paris. Et puis, un saut de push vers le sud, vers le soleil, Lisbonne. Pourquoi Lisbonne? Peut-être à cause de la lumière, des façades colorées, de l'idée de l'océan si proche. C'était tout le contraire de ma vie rangée. J'ai allumé l'iPad que j'avais offert à Louis. Cet objet qu'il pensait hors de ma portée est devenu mon outil de libération. J'ai cherché les horaires de train, comparé les prix, le clic de la souris pour confirmer mon premier billet. Un aller simple pour Lyon a résonné dans l'appartement silencieux, comme le son le plus révolutionnaire que j'ai jamais produit. Ma valise était prête en moins d'1 heure. Quelques vêtements simples, mes chaussures de marche les plus fidèles, et un carnet neuf, à la couverture d'un bleu profond, comme l'océan que j'allais voir. Il était vide, prêt à accueillir les mots que j'avais gardés pour moi. Pendant si longtemps, mon premier arrêt, Lyon, fut une douce transition. Je me suis promenée dans le vieux Lyon, touchant les murs froids des Traboules, me sentant à la fois anonyme et connectée à l'histoire. J'ai visité le musée des Beaux-Arts, mais c'est dans la section des céramiques que mon cœur a retrouvé son rythme. Devant une vitrine de poterie gallo-romaine, simples, fonctionnelle, imparfaite, j'ai senti une fraternité à travers les siècles. J'étais une potière. C'était mon identité. Bien avant d'être une mère ou une veuve, Paris fut un choc. Un rêve éveillé, j'ai trouvé un petit hôtel charmant dans le quartier latin, dans une rue qui sentait les crêpes et les vieux livres. Ma chambre était minuscule, mais de ma fenêtre, je pouvais voir les toits de la ville. Le premier matin, j'ai réalisé mon fantasme le plus simple. Je suis sortie à l'aube. J'ai acheté une baguette encore chaude à la boulangerie du coin. Je me suis installée à la terrasse d'un café et j'ai commandé un café noir. Le breuvage était fort, amer, parfait. Il avait le goût de la jeunesse que je n'avais jamais vraiment eu. Le goût d'une promesse tenue à moi-même. Personne ne me connaissait. Personne n'attendait rien de moi. J'étais juste une femme, assise seule avec ses pensées, regardant Paris s'éveiller. C'était un luxe inouï. À Lisbonne,
j'ai trouvé une autre sorte de paix. La lumière y était dorée, presque liquide. En me perdant dans les ruelles de l'Alfama, je suis tombée sur un petit atelier de poterie, pas plus grand que le mien. Un vieil homme, les mains aussi noueuses et tachées que les miennes, travaillait sur son tour. Nous ne parlions pas la même langue, mais nous partagions le langage universel de la terre. Il m'a invité à entrer d'un simple geste de la tête. Je suis restée là, à le regarder travailler. Et pour la première fois de ma vie, avec des gestes et un français simple, j'ai raconté mon histoire à un parfait inconnu. Pas l'histoire de mes sacrifices, mais celle de ma passion, l'histoire de la potière. Il a écouté attentivement, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai eu fini, il a pris un petit carreau de faïence, un azulejo d'un bleu magnifique qu'il venait de finir, et me l'a tendu. Un cadeau, un dialogue silencieux entre artisans. Chaque soir, dans la solitude de mes chambres d'hôtel, j'ouvrais mon carnet bleu, j'y décrivais le goût du café parisien, les sons mélancoliques du fado entendu à Lisbonne, la couleur de la Saône à Lyon. Mais j'écrivais aussi sur le silence de mon appartement après leur départ, sur le poids de mon alliance le jour où je l'ai vendue, sur le visage de Louis quand je lui ai offert sa tablette. Chaque page tournée était un pas de plus loin de la femme qui attendait, et un pas de plus vers la femme qui vivait. Mon carnet bleu n'était plus seulement un journal, c'était la carte de ma propre géographie, la preuve tangible de ma liberté reconquise. Le destin a un sens de l'ironie parfois cruelle, parfois parfait. C'est à Paris, la ville de mon rêve secret, que nos chemins se sont recroisés. J'étais au musée d'Orsay, debout devant une toile de Monet, perdue dans les nuances de ses nymphéas. La lumière qui filtrait à travers la grande verrière de l'ancienne gare était douce, presque divine. J'étais dans ma bulle, un monde de couleurs et de silence respectueux. Quand une voix familière a percé ma quiétude. Maman, j'ai tourné la tête lentement. Ils étaient là, Victor, Camille et Louis, à quelques mètres de moi. Le choc sur leur visage était presque comique. Ils me regardaient comme si j'étais une apparition, un fantôme sorti de leur conscience. Victor a ouvert la bouche, puis l'a refermée, incapable de formuler une phrase. Camille avait les yeux écarquillés, sa main crispée sur le bras de son mari. Seul Louis me regardait avec un mélange de surprise et de joie. Je n'ai pas senti de colère, ni même de triomphe, juste une distance immense, comme si je les observais à travers une vitre. J'étais la femme qui buvait son café seule le matin, qui parlait aux artisans de Lisbonne, qui écrivait dans son carnet bleu. Je n'étais plus la mère qu'ils avaient laissée à Bordeaux. J'ai simplement incliné la tête dans un léger signe de reconnaissance. Un salut poli à des connaissances que l'on croise par hasard. Puis, sans un mot, je me suis détournée et j'ai continué ma visite, les laissant plantés là, au milieu des chefs-d'œuvre impressionnistes. En m'éloignant, j'ai senti leur regard dans mon dos. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Mon chemin était désormais devant moi. Plus tard dans l'après-midi, alors que j'étais assise dans le jardin des Tuileries, mon téléphone a vibré. Un message de Camille. « Maman, c'était bien toi à Orsay. Tu voyages vraiment. Tu vas bien. » La série de questions trahissait son incrédulité. Sa confusion. Elle ne demandait pas pourquoi. Elle constatait l'impensable. J'ai regardé autour de moi. Les enfants qui couraient. Les couples qui s'embrassaient sur les bancs. J'ai pensé au petit azulejo que le potier de Lisbonne m'avait donné, que j'avais glissé dans la poche de mon manteau. J'ai pensé à l'odeur des lavandes que j'avais achetées sur un petit marché. J'ai pris une photo d'une rose du jardin, d'un rose éclatant et défiant, et je lui ai envoyé en réponse, avec une seule phrase. La liberté a une odeur de lavande. Je n'ai pas eu d'autre réponse. Les messages de Louis, en revanche, sont devenus plus fréquents. Des messages courts, presque timides. Au début, Mamie,
Tu es où maintenant? J'ai aimé la photo de la fleur. Puis, un soir, il a écrit « Papa a l'air triste ». Il ne dit rien. Tu devrais lui écrire quelque chose. Cette demande, venant de lui, m'a touchée. Il ne cherchait pas à me faire culpabiliser. Il cherchait à réparer quelque chose de cassé. Ce soir-là, dans ma petite chambre d'hôtel, j'ai sorti mon carnet bleu et une feuille de papier à lettres. J'ai écrit une longue lettre à Victor. Je n'y ai mis aucune accusation, aucun reproche. Je lui ai simplement raconté mon voyage. Je lui ai parlé du café noir à Paris, des poteries romaines à Lyon, de la lumière de Lisbonne. Et entre les lignes, je lui ai raconté d'autres histoires. Je lui ai raconté comment je me sentais quand il me demandait de ne rien dire à Camille pour l'argent de sa formation, me faisant sentir comme une complice plutôt qu'une mère. Je lui ai raconté ce que j'avais ressenti en le voyant si pressé le jour où je lui avais donné l'argent pour sa maison. Comme si mon sacrifice n'était qu'une simple transaction. Je lui ai raconté le silence au bout du fil, les anniversaires oubliés, toutes ces petites fois où je m'étais sentie comme un meuble pratique, qu'on ne remarque que lorsqu'on en a besoin. Je n'ai pas écrit avec colère, mais avec la clarté que la distance m'avait offerte. Le lendemain matin, j'ai posté la lettre dans une vieille boîte aux lettres jaunes de la poste. Je n'attendais pas de réponse. Envoyer cette lettre, c'était comme tourner la dernière page d'un livre, le livre de la femme qui attendait. Un nouveau chapitre avait déjà commencé, et je l'écrivais moi-même. Quand je suis rentrée à Bordeaux, la ville m'a semblé différente. Ou peut-être était-ce moi qui avais changé. L'air de Saint-Michel, l'odeur de la Garonne. Tout me paraissait plus net, plus vif. Mon appartement n'était plus une retraite, mais un port d'attache. La première chose que j'ai faite n'a pas été de défaire ma valise, mais de prendre mon téléphone et d'appeler Rémi. Rémi était un ami de Claude, un conseiller financier à la retraite, avec des yeux vifs et une honnêteté désarmante. Nous nous étions un peu perdus de vue, mais je savais que je pouvais lui faire confiance. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de la place de la Bourse. « Sabine, tu as l'air radieuse », m'a-t-il dit, en me regardant par-dessus ses lunettes. « Le voyage te réussit. » Je lui ai souri. « Ce n'est pas le voyage, Rémi, c'est la décision. » Je lui ai tout expliqué, sans détour. Ma vie de sacrifice silencieux, la conversation avec Victor et Camille, mon voyage impromptu. Il a écouté sans m'interrompre, son visage passant de la surprise à une compréhension profonde. Quand j'ai eu fini, il n'a pas jugé. Il a simplement demandé « Et maintenant, que veux-tu faire ?»« Je veux reprendre le contrôle », ai-je répondu. « Je veux que mon héritage reflète ma vie, mes valeurs. » Pas seulement les liens du sang, nous avons parlé pendant des heures. Je lui ai parlé de Louis, de sa curiosité, de sa gentillesse. Je lui ai parlé de mon amour pour ce quartier, pour les livres, pour l'art qui m'a sauvée. Avec son aide, j'ai commencé à façonner mon avenir, à le modeler comme une pièce d'argile. La première étape fut de créer une fiducie, un fonds pour l'avenir de Louis. J'y ai placé 8 000 €. L'équivalent de ce que j'avais donné à Victor pour sa formation et sa maison. C'était l'argent de mes mains, de mes veilles. Cette fois, il irait à celui qui voyait la magie, pas seulement l'utilité. Cet argent serait là pour ses études universitaires, pour qu'il puisse choisir son propre chemin, sans dépendre de personne. Ensuite, nous avons abordé le sujet le plus délicat, mon testament. Le document qui dormait chez le notaire depuis des années, celui qui laissait tout à mon fils unique, semblait soudain appartenir à une autre femme. « Je veux le changer », ai-je dit à Rémi, ma voix ferme. Victor et Camille ont leur vie, leur maison. Ils n'ont plus besoin de moi, ni de ce que je possède. Ma décision était prise. Mon petit appartement, ces lieux remplis de souvenirs, ne deviendrait pas un simple bien immobilier à vendre. Après ma mort,
Il serait légué à la bibliothèque municipale de Saint-Michel, avec la condition d'en faire un espace de lecture publique, un lieu de calme et de culture pour le quartier qui m'avait tant donné. Mon atelier, avec mon tour et mon four, serait conservé en l'état, ouvert aux jeunes artistes locaux qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Mon héritage ne serait pas de l'argent, mais des opportunités. Il restait une dernière chose. Mes poteries, celles que j'avais gardées, les pièces maîtresses, les témoins de 50 ans de travail. J'ai contacté le petit musée des arts décoratifs de Bordeaux. J'ai proposé de leur faire don de ma collection Sabine Lefebvre. La conservatrice, une jeune femme passionnée, est venue à l'appartement. Elle a regardé chaque pièce avec un respect qui m'a émue aux larmes. Elle ne voyait pas des objets, elle voyait une vie. Elle a accepté le don avec enthousiasme. Mes créations n'allaient pas finir dans un carton au fond d'un grenier. Elles allaient être vues, appréciées. Elles allaient raconter mon histoire. En sortant du bureau de Rémi ce jour-là, je ne me sentais pas vengeresse. Je me sentais sereine. Ce n'était pas une punition contre mon fils. C'était un acte de création. Je n'effaçais pas le passé. Je choisissais simplement à qui je voulais léguer l'avenir. Et pour la première fois, cet avenir m'appartenait entièrement. L'été s'est retiré de Bordeaux en douceur, laissant derrière lui une lumière plus pâle et des soirées plus fraîches. C'est à la fin des vacances scolaires que Louis était venu frapper à ma porte. Il était seul. Il avait grandi en quelques semaines, son visage d'enfant commençant à laisser place aux traits plus définis de l'adolescence. Mais ses yeux avaient gardé la même lueur curieuse. « Mamie, je peux entrer ?» Il n'y avait aucune gêne dans sa voix, juste une simplicité qui m'a réchauffé le cœur. Ce soir-là, notre dîner fut d'une simplicité réconfortante. Une soupe de lentilles vertes du puits, épaisse, parfumée, et des petites tartelettes aux figues que j'avais préparées le matin même. Nous avons mangé à la table de la cuisine, sous la lumière tamisée de la suspension. Il n'y avait pas de tension, pas de non-dit pesant, juste le bruit des cuillères contre les bols et nos conversations tranquilles. Après le dîner, je suis allée chercher mon carnet bleu. Je l'ai posé sur la table entre nous. « Tu veux voir mon voyage ?» Ses yeux se sont illuminés. Je lui ai montré les pages une par une. La photo de la rose à Paris, le ticket d'entrée du musée à Lyon, le petit azuléjo de Lisbonne que j'avais collé sur une page. Je lui ai raconté mes aventures, non pas comme des exploits, mais comme des moments simples, le goût du premier café noir, la sensation de marcher seul dans une ville inconnue, la conversation silencieuse avec le potier portugais. Il m'écoutait avec une attention totale, absorbant chaque détail. Il a passé son doigt sur une photo de moi, souriant au bord du Tage. « Tu as l'air heureuse. »« Mamie » a-t-il dit doucement. « Je l'étais » ai-je répondu. J'apprenais à l'être de nouveau. Quand nous avons refermé le carnet, il m'a regardé avec un sérieux tout nouveau. « Je vais apprendre le portugais » a-t-il déclaré. « Et l'italien. Comme ça, la prochaine fois, je pourrai venir avec toi et t'aider à commander des glaces. » Cette promesse, si simple et si sincère, valait plus que toutes les excuses du monde. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée, l'écriture de Victor, que je reconnaîtrais entre mille. Je l'ai laissée sur la table du salon pendant une journée entière, avant de me décider à l'ouvrir. C'était une lettre d'excuse. Les mots étaient là. J'ai été égoïste. Je n'ai pas réfléchi. Je suis désolée. Il écrivait qu'il avait reçu ma lettre à Paris et qu'elle l'avait profondément secoué. Il disait qu'il n'avait jamais réalisé l'étendue de ce que j'avais fait pour lui, ni le poids de leur décision. J'ai lu les mots, mais je n'ai pas ressenti grand-chose. Pas de colère, mais pas de soulagement non plus. C'était comme regarder une poterie cassée qu'on a essayé de recoller. On voit les fissures,
On sait que la pièce ne sera plus jamais la même. J'ai replié la lettre et l'ai glissée dans un tiroir. Je n'étais pas prête à répondre. Le pardon ne se commande pas. Il doit pousser de lui-même et mon sol était encore en jachère. Je choisissais la paix, pas la réconciliation forcée. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet bleu une dernière fois. La lumière de ma lampe de bureau créait un cercle chaleureux sur la page. J'ai pensé à mon voyage, à Louis, à la lettre de Victor. J'ai pensé à cette nouvelle solitude, qui n'était plus un manque mais un espace pour respirer. Et avec mon stylo, j'ai écrit sur la dernière page, sous le petit carreau de faïence bleue, parfois. Un voyage n'a pas besoin de carte, juste d'un cœur assez courageux pour faire le premier pas. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance, c'est une histoire de redécouverte. Pendant des années, j'ai laissé les autres définir les contours de ma vie. J'étais la veuve, la mère, la grand-mère, des rôles que j'ai chéris, mais qui avaient fini par effacer la femme que j'étais. Savine, la potière, la rêveuse silencieuse. Le tu es trop vieille de mon fils n'a pas été une insulte, mais un électrochoc. Il m'a forcé à regarder la vérité en face. J'étais devenue invisible aux yeux de ceux pour qui j'avais tout sacrifié. Mon voyage n'était pas une fuite, c'était une reconquête. Chaque billet de train acheté, chaque café noir bu seul à une terrasse, chaque conversation avec un inconnu était un acte de rébellion douce. Je n'ai pas cherché à leur prouver qu'ils avaient tort. J'ai cherché à me prouver à moi-même que j'avais le droit d'exister en dehors d'eux. J'ai retrouvé ma dignité non pas dans leurs regards, mais dans mes propres pas sur les pavés de villes inconnues. J'ai retrouvé ma joie non pas dans leur reconnaissance, mais dans la chaleur du soleil sur mon visage à Lisbonne. J'ai retrouvé mon courage non pas en les affrontant, mais en osant me choisir. Oui, cette histoire est pour tous ceux et toutes celles à qui l'on a dit un jour qu'ils étaient trop quelque chose. Trop vieux, trop lents, trop démodés. C'est un rappel que votre valeur ne diminue pas avec le temps, ni avec l'opinion des autres. Le café noir a toujours le même goût. Que vous ayez 20 ou 70 ans, la chaleur d'un four de potier est toujours aussi réconfortante. Le coucher de soleil sur la Garonne est toujours aussi magnifique. La liberté n'a pas d'âge. Il n'est jamais trop tard pour tracer sa propre carte, pour redéfinir ses frontières et pour décider à qui l'on veut léguer le trésor de sa vie. Mon plus bel héritage ne sera pas ma maison ou mes poteries, mais l'exemple d'une femme qui a refusé de se laisser mettre sur une étagère. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché ou vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Laissez un commentaire pour raconter votre propre expérience ou simplement pour dire que vous êtes là. Et si vous voulez entendre d'autres histoires sur la force tranquille et les nouveaux départs, abonnez-vous à notre chaîne. Parfois, une histoire est tout ce dont nous avons besoin pour nous rappeler que nous tenons la clé de notre propre vie.